BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à De quoi je me mêle. Merci de nous suivre à la fois sur la chaîne Tech Co, disponible 24h sur 24 sur les box opérateurs, mais aussi le week-end sur BFM Business, sur YouTube, en podcast audio, vidéo. Merci d'être là, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Une petite heure dédiée à l'actu tech, c'est comme chaque week-end pour vous, rien que pour vous. Avec, au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on va renouer avec les bonnes habitudes. En partenariat avec le Labo Fnac, je recevrai Lionel Costa, qui est l'un des porte-parole du Labo Fnac, et avec lui, on s'intéressera à un sujet important en cette rentrée, comment choisir son PC de rentrée. Voilà, vous êtes étudiant, vous faites beaucoup de télétravail, vous en avez marre d'avoir un PC ou un Mac qui rame, on vous donnera quelques petits conseils tout à l'heure, bien concrets. Je vous rappelle aussi que vous avez Twitter à votre disposition avec le hashtag DQJMM pour réagir à ce qu'on raconte, la page Facebook, merci d'être là, c'est parti pour De quoi je me mêle. Et le club de la presse IT pour débuter avec cette semaine, eh bien, encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne. Raphaël Grabli, salut Raphaël. Salut François. Rédacteur en chef adjoint de Tech Co et Anthony Morel. Bonjour Anthony. Salut François, salut Raphaël. Voilà, Anthony que vous connaissez bien sûr sur BFM Business, sur RMC, chaque jour dans Estelle Denis et puis sur BFM TV et dans De quoi je me mêle. On va commenter l'actu. Et on s'est posé la question, actualité un peu molle cette semaine, il n'y a pas grand-chose. De quoi allions-nous parler ? Et on s'est dit, bon, il y a une petite keynote d'un constructeur pas très connu, Apple. Ah bon ? J'ai raté un truc ? Mais je n'étais pas au courant. On ne m'a pas dit. Alors on plaisante bien sûr, hein, c'est l'événement de cette semaine et on va essayer de revenir sur tout ça avec Raphaël qui était, on va dire, au cœur de l'événement puisque voilà, on a déployé un dispositif assez impressionnant au sein de l'univers Tech Co, à la fois en vidéo mais aussi à l'écrit. On avait de la prise en main avec Mélinda Davansoulas qui est sur place, qui est toujours sur place. Ouais. On a pas mal de papiers sur le site de BFM TV, rubrique Tech Co, c'est la nouvelle marque de BFM TV pour la tech. Et donc on a fait tous les papiers, un récap aussi parce qu'il y a pas mal de produits. Ouais. Quelques papiers sur les prix, parce que ça, aussi, on va en parler. Alors là, Tim Cook en direct. Et on a eu, génial, on a eu Tim Cook qui est passé comme ça en direct, qui a passé une petite tête dans Tech Co. Dans Tech Co, ouais, ça c'est cool. C'était le pari que j'avais lancé à Mélinda, et finalement, ça Paris réussi. Je lui dois un déjeuner. On l'attend en plateau maintenant. Mais d'ailleurs, c'est très rapidement, c'est ça qui est sympa, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, on a l'impression que c'est un événement immense, etc. Mais ça fait 3 ans que c'était pas au Steve Jobs Theater, et pour avoir eu la chance de oui, c'est vrai que tu as suivi cet événement. Ouais. En fait, le Steve Jobs Theater, c'est pas immense, et en fait, c'est une salle de quelques cent, je crois que c'est quasiment maximum 1000 places, mais enfin ça va vite. Et juste derrière, on a une salle où on peut tester les iPhones, qui est pas grande non plus. Et on se balade comme ça avec Tim Cook, avec Johnny Ive. Alors, il y a toujours 2-3 stars aussi qui sont sur place. Enfin, Johnny Ive, à mon avis, il était plus. Alors, Johnny Ive, en mode espion. Cette année, je sais pas, non, mais peut-être qu'il est venu en invité ami, je sais pas. Je sais pas. Peut-être invité. Je sais pas. Je sais pas s'il était. Peut-être. Mais évidemment, comme les années précédentes, voilà. Et puis, on croise souvent Steve Wozniak. On croise, voilà. Et donc, oui, en fait, la famille Apple, en quelque sorte. Exactement. Et c'est vrai qu'on peut se balader et aller, dans la mesure du raisonnable, discuter un peu avec les gens, y compris parfois avec Tim Cook. Donc c'est vrai que c'est un univers assez... Un truc un peu sympa. Voilà, et c'est à taille humaine, c'est pas très grand en fait. Oui, mais c'est clair. Bah, c'est vrai que c'est un rendez-vous. Il y a peu de journalistes qui y sont, mais quand on y est, c'est vrai que ça offre des opportunités assez sympas. Voilà, dans un contexte de canicule incroyable, à Cupertino, il faisait jeudi soir 43 degrés, enfin des températures folles, un réseau électrique qui est... à la limite de l'explosion. Il coupe 2 heures par jour, je crois. Oui, 2 heures par jour, et voire plus. Même parfois, il y a des coupures, on va dire, inopinées. Les voitures électriques n'ont plus le droit de charger. Voilà, qui rechargent avec des générateurs électriques. Enfin, il y a des trucs complètement dingues qui sont en train de se passer. Au diesel, du coup. C'est ce que je disais hier dans Tech Co, c'est qu'on est dans le temple de la technologie, de l'innovation. Et ils se retrouvent à ne pas avoir d'électricité. C'est que je trouve qu'il y a quand même un symbole assez étonnant quand même en ce moment. Il y a 2 symboles, moi je trouve. Il y a un, ce que tu dis, on est dans le temple de l'innovation, on n'a plus d'électricité. Et deuxième symbole, on lance un nouvel iPhone dans le temple du marketing, alors que finalement, on est indirectement face à une crise un peu écologique aussi, puisque ces températures, elles sont aussi liées au réchauffement climatique. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on est dans un univers et dans une ambiance
qui est un petit peu différente d'avant. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal que ça nous rappelle aussi ça. Et l'ambiance est un peu différente. Oui. Alors, mais pas dans le discours, hein, parce que là, on n'était pas du tout dans la sobriété. Tu vois, on parlait de l'IFA de Berlin, c'est marrant parce qu'il y a eu le grand salon technologique qui se déroulait à Berlin où tu étais, François. Et c'est vrai que toutes les annonces, pour le coup, des grands constructeurs électroniques tournaient autour de la sobriété, du retour à une certaine forme d'économie d'énergie. On sortait un petit peu du gadget. Apple, pour le coup, c'était pas leur sujet. J'ai été assez étonné pour tout vous dire. D'habitude, ils communiquent pas mal. Et là, j'ai trouvé qu'ils étaient très silencieux. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils font déjà pas mal ce qu'ils ont annoncé il y a quelques années. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de nouveauté sur la partie écolo. Alors, on va bien sûr revenir sur les produits, les annonces, avec une keynote quand même assez riche, hein, pas mal de nouveautés, plus que l'année dernière. Enfin, il faut dire que pour faire plus que l'année dernière, c'était pas bien compliqué. Un mot peut-être pour débuter, parce que c'est ce qu'on s'est pris en pleine figure, c'est le prix de ces iPhones. On avait une petite lueur d'espoir au tout départ, en fait, lorsque les prix en dollars ont été annoncés. On voit le premier iPhone à 799. Ah tiens, c'est cool, parce que ça veut dire que c'est le même prix que l'année dernière. Mais quand on a reçu les communiqués de presse avec les prix en euros, là, PLS, quoi. Ah bah oui, mais non, je pense que c'est la première illustration concrète d'une chose dont on parle beaucoup en ce moment de dans notre les médias. On parle beaucoup en ce moment de la faiblesse de l'euro par rapport au dollar, de la parité euro-dollar, qui sont des concepts qui restent un peu nébuleux, je pense, pour une grande partie des gens. Là, on voit la conséquence concrète dans nos vies de tous les jours, c'est qu'un certain nombre de produits vont devenir plus chers. Et en fait, l'iPhone qui est vendu $800 aux États-Unis, alors plus les taxes, parce qu'effectivement, il y a aussi la TVA qui n'est pas comptée dans le prix aux États-Unis, que tu dois rajouter ensuite quand tu arrives en caisse. Mais même en prenant ça en compte, tu as un téléphone qui est $800, le prix n'évolue pas aux États-Unis, et nous, c'est 1 019 €. Donc c'est plus cher que ce qu'était un iPhone 13. Et Raphaël, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que c'est 1 019 € pour l'iPhone 14, donc on est, j'allais dire, sur l'entrée de gamme de la nouvelle gamme, hein. Si on prend le Pro, alors là, ça s'envole. Et on est à 1329 ou 1379. J'ai 1349. 1349, c'est 79. Jusqu'à 2129 pour le Pro Max. 2129 pour l'iPhone 14 Pro Max 1 Tera. Alors que l'année dernière, on était à 1159, si je dis pas de bêtises, pour l'iPhone 13 Pro. Donc en gros, il y a 200 € d'écart. En gros, hein. Il y a 200 € d'écart. En gros, pour moins de 1000 balles, t'as plus rien. Si je dois résumer. Non, mais c'est vrai. Si on veut faire un trait d'humour, il y a plus de nouvel iPhone à moins de 1000 €. Exactement. Et comme tu disais, le fait que les prix n'aient pas bougé aux États-Unis, parce qu'on peut se dire c'est les composants, la pénurie, etc. Mais les prix ne bougent pas aux États-Unis. Donc c'est bien l'Europe qui est touchée. Ou alors Apple a décidé de rogner un tout petit peu sur sa marge aux États-Unis, parce que le marché est évidemment plus important. C'est possible aussi. Intéressant de c'est voir possible ça. aussi. Alors ça, je ne sais pas si on le saura, mais en tout cas, clairement, c'est la faiblesse de l'euro face au dollar, parce que Apple produit et paye en dollars. Donc si demain, quand il met son téléphone en vente et qu'il récolte de l'euro, si l'euro ne vaut plus rien, il est obligé de le vendre plus cher, sinon il perd de l'argent. Enfin, il perd de l'argent. On ne va pas pleurer sur Apple, mais il fait moins de marge, on va dire. Mais ce gap, c'est hyper intéressant, le fait qu'il n'y ait plus aucun iPhone en dessous de 1000. Il n'y a plus de nouvel iPhone en dessous de 1000. Je me souviens quand le premier iPhone est passé au-dessus de 1000, c'était un événement. Vous vous rendez compte, il y a un téléphone, il est vendu 1000 €. Et maintenant, en fait, c'est la norme pour un iPhone. Je vais même aller encore plus loin. L'année dernière, on avait l'iPhone 13 mini qui n'existe pas, parce que maintenant, ils ont fait 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max. L'année dernière, on avait l'iPhone mini avec la dernière puce en date, donc la puce A15, à 809 €. Aujourd'hui, si on veut la dernière puce, on passe de 809 à 1349 €. C'est vrai, puisque en fait, la nouvelle puce n'est que sur la version exactement. Pro. Moi, c'est ça que je trouve impressionnant. 500 € de plus, quasiment, si on veut la nouvelle puce. C'est ça. Je trouve que ça en dit aussi beaucoup sur, on va dire, les tensions qu'il y a autour des composants. Puce, si on veut la dernière puce en date, on passe de 800 à 1350. Alors, je sais pas, vous avez lu tout comme moi les communiqués de presse. Il y a une chose qui est très, très, très intéressante, c'est qu'avant de donner le prix en frontal, Apple met en avant le paiement fractionné. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Qui viennent de lancer en France en 24 mois sans frais il y a quelques semaines. Donc c'est intéressant parce que ça prouve en tout cas qu'ils se rendent compte que là, ça commence à être vraiment costaud. Donc avant d'annoncer le prix facial du produit, on vous dit écoutez, ça vous coûtera 50 € par mois pendant 24 mois. La pilule, c'est ça, ça fait passer la pilule plus facilement, évidemment. Mais après, c'est vrai qu'il y a tout un débat. Je lisais pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux et j'ai
j'ai vu aussi un débat à la télé il y a un ou 2 jours sur l'iPhone est-il trop cher. Tu sais, c'est toujours la question. C'est est-ce que c'est les gens qui disent ouais c'est honteux, on est pris en otage par Apple. Il faut quand même rappeler que l'iPhone n'est pas un produit de première nécessité et que personne n'a un pistolet sur la tempe pour acheter un iPhone. On est d'accord sur ce point-là. Et en fait, il y a d'excellents smartphones beaucoup moins chers par ailleurs qui sont tu as des dizaines y compris chez Apple et tu as des dizaines d'alternatives. Et tu vois, mais c'est marrant parce que je pense qu'il n'y a que Apple pour générer ce niveau-là de désir et de frustration. Tout à fait. C'est jeté moi non plus quoi. Mais oui, parce que en fait, personne ne va dire Tesla vend sa voiture 30 000 €, ou peut-être même plus, ça dépend des modèles. C'est honteux, ils nous prennent en otage. Si t'as pas les moyens, t'achètes une Twingo et puis c'est pas grave. Et je veux dire, ça choque pas. Et je dis ça d'autant plus aisément que moi, j'utilise pas d'iPhone. Non, mais c'est clair. Mais tu vois, ce truc de ça coûte trop cher. En fait, non, c'est Apple est un agent économique rationnel. Le consommateur est un agent économique rationnel. Il y a une offre, il y a une demande. Si les deux se rencontrent, écoute, ils auraient tort de se priver. Après, il y a la question de est-ce que ça vaut 1 000 €. Et ça, on va pouvoir en discuter. Moi, j'en suis pas certain. Moi, je pense que pour le coup, en termes d'innovation, là, on est un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre. On peut en parler, je pense. On peut en parler assez largement. 14, mais tu vois, sur le côté, est-ce que c'est trop cher ? C'est le prix du marché. Après, là, on va dire la fin de la récré, ça sera les fêtes de fin d'année. Est-ce que les Français... Voilà, puisque là, la France va être impactée de plein fouet par ces nouveaux tarifs. Est-ce que les Français vont renouveler leur iPhone, s'offrir un nouvel iPhone alors qu'il dépasse les 1 000 €? C'est la question, ça va être intéressant de voir. Est-ce que Apple peut se prendre une claque Ah oui, bien sûr. On peut avoir un rejet parce qu'on voit que le coût de l'énergie augmente, le pouvoir d'achat des Français baisse, enfin le pouvoir d'achat de tous les citoyens baisse, il y a l'inflation, enfin... Donc on va voir ce qui va se passer. Le prix d'achat moyen d'un smartphone en France, c'est 446 €. Donc on est quand même très loin des fourchettes de prix proposées par Apple. Après, comme on le disait, il y a les airbags des 24 mois. 50 € sur 24 mois, les subventions opérateurs, évidemment. Les subventions opérateurs. Et je pense que là, les opérateurs vont peut-être reprendre la main parce qu'ils vont pouvoir, à mon avis, subventionner fortement ces iPhone 14 et peut-être engranger de nouveaux abonnés avec des durées d'abonnement minimum de 24 heures, de 24 mois, avec des engagements. Donc ça va être très intéressant de suivre tout ça. Après, moi, je vois cette keynote, les iPhones, la gamme, en 2 parties. Il y a l'iPhone 14 Pro, qui est très très cher, mais qui a un public, et qui a un public qui voudra ça, et qui pourra se le payer, et qui va se le payer. Bien sûr, qui a les moyens de se le payer. Honnêtement, l'iPhone 14 Pro, on l'a pas encore testé. Melinda, qui est sur place, nous a fait quelques retours. On a publié la prise en main, d'ailleurs, sur bfmt.com. Il a l'air quand même assez incroyable. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a de l'innovation. C'est-à-dire déjà... ce qui est fait avec la fin de l'encoche et l'utilisation de cette pastille, c'est l'îlot dynamique pour afficher des notifications, je trouve qu'au niveau UX, interface, c'est hyper malin. Et derrière, et c'est là où on l'attend beaucoup, c'est là où on va vraiment l'attendre en photo, les promesses sont grandioses. On espère que ça va tenir qu'ils vont tenir leurs promesses. On passe à un capteur de 48 mégapixels. C'est une première dans l'univers Apple. Les mégapixels font pas tout, c'est vrai. Mais en général... quand Apple exploite une innovation technique, c'est plutôt bien fait. Il faudra le vérifier. On va voir. Mais en gros, l'iPhone 14 Pro, pour moi, énorme potentiel pour son public et je pense qu'il va trouver son public. Ma grande question, c'est l'iPhone 14. Pour moi, l'iPhone 14, autant aux États-Unis, c'est une itération classique avec une hausse de prix classique et une baisse de prix de l'iPhone 13. Bon, là, l'iPhone 13, d'ailleurs, il n'est pas baissé officiellement par Apple. Mais en fait, je ne comprends pas, en France, rationnellement, ce qui peut vous pousser à acheter un iPhone 14. Alors, en gros, la seule nouveauté, c'est l'appareil photo qui est un peu amélioré. Oui, bien sûr. Mais bon, quand c'est pour publier les SMS par satellite, mais ça marche qu'aux US et au Canada. On en parlera tout à l'heure de ça, parce que c'est quand même une grosse innovation. La principale nouveauté, c'est des photos qui seront pas différentes, mais techniquement, théoriquement, un peu meilleures. Et moi, j'ai l'impression... rationnellement, je ne comprends pas comment on va pouvoir choisir l'iPhone 14 en fait à 1019 €. Et je pense que l'iPhone 14 va surtout faire aimer l'iPhone 13. Et je pense que finalement, cette année, ça va être l'iPhone 13 pour Black Friday, si je dois résumer. Ou l'iPhone 14 Pro. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment l'iPhone 14 va se mettre en place. Tu as raison. En France, en Europe, ailleurs. Aux US, ça sera différent. Aux US, ce sera différent. En revanche, si vous avez des potes qui vont aux US, ça vaudra le coup peut-être d'aller là-bas pour acheter un iPhone. Parce que quand on voit les différences de tarifs... faut pas y aller exprès pour ça quand même. Parce que vu le prix des billets d'avion et le... Non, bien sûr. Si vous avez un cousin aux US, ça vaut peut-être le coup de lui poser la question. C'est ça que je voulais dire. On va pas prendre l'avion forcément pour s'acheter un iPhone. Alors là... À moins d'en ramener 100, mais c'est illégal. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony ? Écoute, moi, si je devais faire un point un peu global sur la keynote, je dirais
un peu comme ces dernières années, que moi j'ai l'impression que ça ronronne un peu, voilà, et que à chaque fois il me manque le petit effet waouh, le petit truc qui me fait me dire ah ouais là quand même Apple ils sont très 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 forts. Alors moi je suis d'accord, le truc qui m'a le plus bluffé c'est effectivement l'îlot dynamique que je trouve extrêmement esthétique. Oui. Maintenant on peut pas non plus parler de rupture technologique. Les appareils photo, oui effectivement la promesse est intéressante, mais jusqu'à quel point tu as besoin d'améliorer l'appareil photo pour le commun des mortels? Si tu n'es pas un professionnel de la photo, quel intérêt tu as à avoir cet appareil photo-là par rapport à ceux qui existent déjà sur le marché? Je pense que l'avancée technologique, la plus-value technologique ne justifie pas le fait de mettre 1 300 €. Si tu es un amateur de photo, si tu es un amateur de photo, mais un vrai amateur éclairé, je veux dire, parce que pour la grande majorité des gens, et je me mets à l'intérieur, qui va prendre ses photos de vacances et qui veut juste des belles photos, franchement, la valeur ajoutée, je suis même pas sûr que je la vois en fait, en réalité. Donc à part si tu t'y intéresses réellement. Je pense qu'en basse luminosité, on le verra, je pense. Mais après, est-ce qu'on est nombreux voilà, à prendre des photos? Mais en fait, ce qui est sympa, pour les gens, si tu aimes prendre des photos en RAW, en ProRAW, et ensuite les retoucher la couleur, la luminosité, vraiment bosser tes photos, éventuellement les recadrer, derrière les imprimer, c'est là où le 48 mégapixels pourrait être utile. Effectivement, si c'est faire une photo, quel pourcentage des consommateurs, si c'est faire une photo sur la plage et la mettre en story sur Instagram, a priori tous les iPhones du marché ou tous les smartphones du marché à plus de années, voilà, exactement, suffisent largement, c'est clair. Le job. Mais c'est ça en fait, c'est la question que je me pose, c'est toujours de l'innovation incrémentale, c'est vraiment petit à petit on améliore, et évidemment c'est tout à fait louable et les ingénieurs d'Apple font un travail formidable, mais je me demande du point de vue du consommateur, quelle est la valeur ajoutée d'un modèle sur un autre et l'intérêt, tu vois, d'aller dépenser une somme qui est quand même conséquente pour avoir ces améliorations qui sont quand même qui se font à la marge, tu vois, le processeur est un petit peu amélioré, l'autonomie, nous dit-on, même s'il faudra le tester, va être améliorée également, et ça c'est intéressant. C'est un sujet qu'on avait évoqué, est-ce que ça va durer longtemps, cette cadence infernale de smartphones nouveaux chaque année? Tous les ans, parce qu'il faut sortir, au bout d'un moment, ça va devenir obscène, cette histoire-là. C'est obligé. Et on revient à notre thématique du début, de la sobriété. Alors moi, je suis pas un écolo, machin, etc. C'est pas ça. Mais tu vois, tu as vraiment, je pense, ce débat qui va se poser, parce qu'effectivement, est-ce qu'on a besoin tous les ans d'avoir cette keynote à un moment fixe parce que c'est devenu un rendez-vous pour sortir un nouvel appareil, alors que franchement ils en sortiraient un tous les 2 ans en nous mettant les innovations qu'ils font sur 2 années, ce serait tout à fait aussi pertinent à mon avis. Après on peut comprendre aussi que voilà, Apple c'est une boîte qui est là pour gagner de l'argent, voilà, comme tu le dis tout à l'heure, hein, leurs clients, on leur met pas le pistolet sur la tempe, ils achètent ce qu'ils veulent, donc on les comprend aussi. Ça me choque pas. Voilà, il faut voir ce qu'il y a en face, hein. Il faut voir ce qu'il y a en face aussi. Les fabricants Android, les plus sages comme Google ou Samsung, ils sortent quand même quasiment 2 grosses nouveautés par an, entre les pliables, les classiques, et les fabricants chinois style Huawei, ils en sortent 1 par mois. C'est clair. Et Xiaomi, donc c'est vrai qu'en face, il faut tenir un rythme. J'aimerais qu'on évoque l'une des nouveautés. Tu parlais tout à l'heure d'innovation de rupture. Le fait de pouvoir envoyer des SMS quand on n'a pas de réseau par satellite, c'est quand même une innovation de rupture. C'est une innovation. Est-ce que c'est une innovation de rupture? Je ne sais pas. Moi, je me dis, pour nous, citadins, tu vois, c'est pas une innovation de rupture, mais j'imagine quelqu'un qui a son smartphone, qui n'a plus de réseau et qui est dans une situation de détresse. Là, pour lui, je peux te garantir que ce sera une innovation de rupture. Le jour où ça te sauve la vie, c'est une innovation de rupture. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui, avant, n'existait pas et qui, aujourd'hui, existe. Ça, c'est vrai. Tu vois, dans le sens où tu te retrouves, je sais pas moi, hier je prenais l'exemple de la Corse avec le GR20. Il y a plein d'endroits où tu n'as pas de réseau au GR20. Tu tombes, tu te casses la jambe, il y a un truc, il n'y a personne qui passe. Enfin voilà, tu seras bien content donc, de pouvoir envoyer ta position satellite et d'appeler les secours. C'est vrai, et c'est pour ça que je trouve que c'est une innovation qui est intéressante. De rupture, je dirais non, parce que d'abord, c'est pas ni les premiers ni les seuls à le faire. Il y a aussi alors d'abord, ils se sont fait couper l'herbe sous le pied par Huawei. Je ne sais pas si vous avez vu ça, qui a annoncé la même chose. Bon, à 1 ou 2 jours près, donc on va dire que c'est à peu près. Puis Huawei, maintenant, ils sont un petit peu sortis des radars pour tous ces smartphones, en tout cas en Occident. Et puis, on avait parlé aussi de Starlink, d'Elon Musk, qui a annoncé en gros la même fonctionnalité en s'alliant avec T-Mobile aux États-Unis, mais avec une fonctionnalité qui pourra fonctionner visiblement sur tous les smartphones du marché. Donc, est-ce que, tu vois, encore une fois, est-ce qu'il y a besoin d'acheter l'iPhone dernier cri pour avoir une fonctionnalité que tu pourras avoir sur plein d'autres smartphones? Tu as raison. Sauf que Elon Musk,
envoie cette information que personne n'a vérifiée, et parfois on a des informations d'Elon Musk qui mettent du temps quand même à arriver, alors que là, c'est un service qui sera lancé aux États-Unis et au Canada en novembre. C'est vrai, voilà. je suis d'accord. C'est voilà. pour de vrai. C'est pour de vrai, on va dire. Mais c'est pas pour de vrai pour la France. C'est pas pour de vrai pour la France, oui, en effet. Mais alors, il se trouve que dans Tech & Co, on a fait une émission spéciale. Je recevais un spécialiste de tous ces sujets de téléphone par satellite, etc. Il nous disait qu'on était à l'aube, sans doute, d'une révolution, puisque dans quelques années, on pourra avoir du haut débit, voire même de la 5G avec son téléphone portable par satellite. Donc voilà, on est au début en fait de quelque chose d'assez révolutionnaire. Rien d'autre là-dessus? Sur le SMS par satellite? Non, ça peut. Alors, ça fait partie. Moi, il y a deux fonctionnalités que j'ai trouvées intéressantes. C'est les deux qui peuvent te sauver la vie, en fait. Et je trouve que c'est intéressant d'intégrer ça dans un smartphone. Un peu d'ailleurs de la manière dont les Apple Watch maintenant intègrent plein de fonctionnalités liées à la santé, peuvent détecter un problème cardiaque. Bon, là, tu peux appeler quand tu es en détresse et que tu n'as pas de réseau, c'est une chose. Et puis, il y a aussi toute la fonctionnalité pour la détection d'accidents de voiture, qui est assez maligne. Je ne sais pas si vous avez passé ça aussi, mais c'est en gros, avec les capteurs du téléphone, si le téléphone est projeté, tombe violemment, ou s'il y a un choc alors que tu es dans une voiture, le téléphone va le comprendre et à ce moment-là appeler les secours directement. Je trouve que c'est pareil, c'est pas de la rupture, mais c'est une petite nouveauté qui, je trouve, a sa place et ajoute un intérêt supplémentaire à l'iPhone. Ouais, pas mal. Bon, on aura l'occasion de revoir tout ça et peut-être un jour de le tester si on a la chance que ce service arrive en France. Oui. On verra bien, parce qu'en fait, c'est un partenariat avec Global Star. J'espère ne pas avoir à le tester non plus. C'est ça. Test grandeur nature, poursuivi par un ours. Je me contenterais bien François, des tests. Tu m'entends enfin, moi, je trouve qu'il y a un côté fascinant, le fait de se dire qu'on puisse être rejoignable n'importe où maintenant grâce au satellite et un petit truc comme ça. Je trouve ça incroyable. Je voudrais pas, parce que je me rends compte en réfléchissant un petit peu que là, je passe un peu pour le rabat-joie et tout ça. Non, mais pas du tout, Anthony. Mais c'est ce qui fait la richesse aussi de ces échanges. Je veux être clair sur le fait que Apple est une entreprise incroyable avec des ingénieurs hyper talentueux et que ces smartphones sont souvent les meilleurs, parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs du marché. Il n'y a pas de doute là-dessus. La question que je me pose, c'est vraiment sur cette notion d'évolution technologique en termes d'innovation et de la valeur, la valeur que ça peut représenter pour le consommateur vis-à-vis du prix qu'il on n'est pas obligé de dire tout le temps qu'Apple est... Non, mais voilà. C'est parfait. C'est loin d'être le cas. Non. Pour les iPhones, on a terminé. Il y a eu d'autres choses intéressantes. Alors, les AirPods Pro, on prendra peut-être 1 ou 2 minutes pour en parler à la fin, parce que c'est l'un des produits aussi emblématiques d'Apple. Apple a créé ce marché, quasi, des trous iOS. Encore une fois, c'est un marché qui est parti de zéro. Voilà. Au même aujourd'hui, la montre connectée qui a pris pas mal d'années. Alors là, ils sont pas tout seuls sur la montre connectée, mais c'est l'Apple Watch, pareil, ça a pris du temps. Les AirPods, ça a pas pris de temps, ça a cartonné tout de suite. Mais c'est vrai que on attendait des nouveaux AirPods Pro. Ça faisait, je crois, 3 ans quand même. Oui, c'est ça. Alors, on va y revenir dans un instant. Un mot quand même sur l'Apple Watch. 40 minutes, les 40 premières minutes de la keynote étaient dédiées à l'Apple Watch quand même. C'était un peu long. Non, mais alors ça veut dire que c'est long. C'est important. Ça prouve en tout cas que dans la roadmap d'Apple, c'est un produit qui est d'une importance extrême. Ah oui. Et avec, pour le coup, alors moi, ce qui m'a intéressé en termes, je crois que tu es coureur aussi, Raphaël, mais là, il y a eu des vraies fonctionnalités pour les coureurs et pour les sportifs de l'extrême, d'une manière générale, marathoniens, trailers, plongeurs, etc. Qu'est-ce qui manquait pour moi en fait, sur ce segment des montres de sport, qui est un gros segment parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des sports d'extérieur, l'Apple Watch ne rivalisait pas avec les montres type Garmin, qui sont un peu les leaders du marché et qui fonctionnent très très bien. Moi, j'utilise au quotidien une Garmin parce que voilà, quand tu fais de la course à pied, pour tes entraînements en fractionné, c'est beaucoup plus pratique. Les boutons physiques sont plus pratiques que les boutons tactiles aussi. Et là, ce que propose Apple, visiblement c'est pareil, il faudra tester, mais ils nous disent notamment le GPS, là c'est un truc révolutionnaire où tu vas être quasiment au millimètre près, on va savoir où tu es, on va pouvoir te timer à la seconde près, et ça c'est hyper intéressant. Alors, encore une fois, je pense à la course à pied, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres applications. Course à pied, quand tu fais du fractionné, notamment sur piste, les montres, même les plus précises aujourd'hui, sont pas précises. En fait, il y a un problème elle comprend pas que tu tournes en rond sur une piste, et donc du coup, il y a un décalage d'1, 2, 3 secondes, et 1, 2, 3 secondes, sur certains temps, sur ton temps au kilomètre, ça te fout tout en l'air en fait. Et donc là, s'ils arrivent à résoudre ce problème-là, moi, je serais vraiment assez tenté, très intéressé en tout cas, par les fonctionnalités de sportifs de cette nouvelle montre. Oui, qui coûte 1 000 €. Ah oui, j'avais oublié de le dire. Ça. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai. Les Garmin haut de gamme qui sont chers aussi. Les Garmin haut de gamme, elles sont à quoi? Plutôt 700-800, c'est ça. Voilà. Donc, moi, j'aime bien le design, je trouve ça assez sympa.
C'est massif. C'est on va massif. dire. Non, mais bon, il y a une grosse batterie. Mais d'ailleurs, on voit bien dans la mise en scène, il y a une grosse batterie, il y a moins de tactile, il y a plus de boutons physiques, ça c'est très important. C'est sûr que dès qu'on court et dès qu'on transpire et qu'on a les mains moites, c'est très compliqué. Moi, j'ai très envie de la tester, cette montre. Effectivement, je pense que c'est un peu ce qui manquait. Disons que je pense que ça a plus d'utilité dans la gamme que la Apple Watch Edition, qui d'ailleurs a disparu. Qui était la Apple Watch Super Luxe, finalement, c'est plus pertinent, à mon avis, pour Apple d'aller chercher un marché comme ça, qui est un peu nouveau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les Apple Watch, mais effectivement, qui sont exigeants sur les performances et qui ne jurent que par Garmin, par Suunto, par des marques vraiment spécialisées. Polar notamment. Et je pense qu'Apple peut aller un peu les titiller là-dessus, parce que, mine de rien, on adore Garmin, on adore Suunto, mais si on a un iPhone, mine de rien, l'Apple Watch est toujours ce qu'il y a de plus simple à utiliser sur l'exploitation des données. Bon, on va dire que ça fonctionne quand même plutôt bien. Évidemment. Donc, je suis curieux de voir un peu à quel point ça va prendre. Mais encore une fois, elle est quand même bien moins chère aux États-Unis. Donc là encore, on est bien pénalisé par le prix en France. Et sur l'Apple Watch aussi, alors. C'est un truc c'est une montre de niche quand même, parce que il faut vraiment être sportif, bien déjà avoir 1000 quand même. Alors voilà, 1000 euros. Et être sportif. Tu vois, être un plongeur. Et c'est un design qui est un peu clivant aussi. Ouais, le design est quand même assez costaud. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je me dis que ça peut être intéressant pour certains métiers aussi, tu vois. Certains métiers un peu durs, qui sont à l'extérieur, où tu es parfois dans des conditions peut-être un peu extrêmes. Oui, parce qu'elle est largement renforcée, il faut le dire aussi. Et elle est forcément cellulaire aussi, hein. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'elle est forcément 4G. Donc à la limite, on n'a même pas besoin de téléphone. Donc avec une longue autonomie, visiblement. Oui, jusqu'à 60 heures. Dans le communiqué, il mettait, parce qu'il parlait des gens qui font un Ironman. Ironman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc tu as un marathon, tu dois avoir 1,5 km de natation, je ne sais plus combien, 100 ou 200 km de vélo, je sais plus. Mais en tout cas, c'est très long. Il disait c'est suffisant pour que la plupart des concurrents d'un Ironman terminent. Peut-être pas tous quand même, parce que bon, tu dois mettre 3 jours. Moi, je le termine jamais, donc de toute façon, il faudrait une très longue batterie. Tu sens qu'ils sont pesés chaque mot à chaque fois. Il prévoit 60 heures d'autonomie avec une mise à jour qui qui sera en mode économie, mais qui, on va dire, conservera les fonctionnalités principales de la montre. Intéressant. Ouais, intéressant. Et sur l'Apple Watch, on peut parler aussi du modèle, la série 8. Alors là, on parle d'itération. Là, on est clairement dans l'itération. C'est une version légèrement mise à jour de la série 7. Pareil, il parle d'une autonomie un peu améliorée, etc. Là, faudra vérifier. Avec une fonction quand même qui est très intéressante, je trouve. C'est le suivi de la température corporelle pour connaître les périodes d'ovulation pour les femmes. Et ça, le suivi de cycle, c'est vraiment... Alors, les acteurs de la tech ont mis vraiment du temps à s'y mettre. Ça fait quoi, 3-4 ans, je pense, qu'ils s'y mettent, même pas. Donc, ils ont mis du temps, mais maintenant, ils avancent vraiment là-dedans. Je pense que là, pour les femmes qui veulent vraiment suivre leur période d'ovulation, c'est extrêmement important. Et notamment, alors je ne suis pas spécialiste, mais je crois que si on veut suivre avec la température, il faut vraiment faire très attention la nuit. Il y a des dispositifs qui sont assez invasifs, c'est très complexe. Encore une fois, Apple révolutionne ça. Et là, je trouve que ça a une vraie utilité. Après, il faudra voir évidemment la fiabilité, mais on peut supposer... Parce que ce n'est pas estampillé produit médical. Il y a toujours ce truc entre produit bien-être et produit santé. Dispositif médical. Voilà. Dispositif médical, merci. Mais voilà, ça je trouve que c'est vraiment une évolution très intéressante qui manquait pour, mine de rien, 50% des clients. Des clientes en l'occurrence. Donc et puis dans cette, on parle d'une itération, mais là c'est une itération vraiment intéressante. Alors c'est intéressant parce que ce capteur de température visiblement ne fonctionnerait pas pour connaître notre température en fait en temps réel. En fait, d'après ce que j'ai compris, je crois c'est assez complexe à comprendre d'ailleurs. Alors, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais d'après ce que je comprends, c'est que la fiabilité pour capter une température en valeur absolue, c'est plus compliqué. Et là, c'est plutôt des variations. C'est des variations de température. C'est le delta de température où là, c'est plus fiable parce que même si on n'est pas à la bonne, on sait si ça monte ou si ça baisse. Et finalement, c'est ce delta de température qui est très utile pour calculer ces périodes d'ovulation. Pour avoir discuté avec un spécialiste de l'e-santé, il expliquait qu'il était très, très, très complexe de mesurer la température corporelle avec un capteur sur la peau, en fait. Parce que ce capteur bouge tout le temps. Enfin, c'est très complexe. Absolument. Mais ça fait partie, du coup, on l'évoquait aussi rapidement, le fait que de plus en plus, ces montres se transforment en accessoires de santé. Et on comprend bien que là, c'est une priorité stratégique pour Apple. Enfin, ça va vraiment, ils vont dans ce sens-là ajouter des capteurs liés à la santé. Donc, dans les montres, il y a un capteur pour l'électrocardiogramme, l'oxygénation du sang, maintenant l'ovulation.
On sait qu'ils ont déposé des brevets pour la glycémie, pour les patients diabétiques notamment, pour pouvoir aller goûter et tester le taux de sucre dans le sang, donc directement dans la montre. Et Tim Cook l'a dit, il a dit moi je veux que quand on se souvient d'Apple dans 50 ans, on pense à un groupe de santé. C'est incroyable. Il l'a dit. Tu vois, non, mais c'est fou. C'est-à-dire que vraiment le cap, il est là. Ouais. Il a été fixé par Tim Cook, c'est sortir de la dépendance absolue à l'iPhone et aller vers d'autres horizons. D'un sujet beaucoup plus, j'allais dire sérieux, c'est pas ça, mais en tout cas important pour la société. Important pour la société et pour son business aussi, parce que je pense que tu as un potentiel qui est absolument extraordinaire. Le jour où l'Apple Watch est remboursé par les mutuelles, ça va être sympa pour Apple. Alors, c'est déjà le cas aux États-Unis. Alors, pas forcément que l'Apple Watch d'ailleurs. C'est le cas aussi pour Fitbit. C'est le cas pour certaines autres montres connectées, peut-être chez Samsung aussi. Mais en fait, l'idée, c'est qu'à terme, ces montres connectées en général, pas que chez Apple, mais qui ont de plus en plus d'options santé, qu'elles soient déjà approuvées, que tout ça soit évidemment approuvé en tant que dispositif médical, ce qui est le cas pour certaines fonctions, notamment l'ECG. Ouais. Et qu'à terme, finalement, ce soit remboursé par les mutuelles, parce qu'on va se rendre compte qu'avoir une montre connectée, ça prolonge l'espérance de vie en bonne santé, parce que ça fait faire de l'exercice, parce qu'on fait plus attention. Ouais. Et finalement, ça va désengorger les urgences des hôpitaux. Alors, c'est ça aussi. Ça peut faire, au niveau global, des économies en santé, au niveau de la prévention. Bien sûr, évidemment, mais des économies qui se calculent en milliards, en fait, on ne se rend pas compte. Mais après, avec quand même le revers de la médaille, entre guillemets, c'est que aussi, c'est-à-dire que la mutuelle te propose de porter en gros un tracker toute la journée et donc de te suivre toute la journée et que tu dois lui prouver que... Moi, ça, j'y crois pas. Non, mais ça se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat. Voilà. Tu acceptes de porter une montre et on te dit tu vas payer ta mutuelle de santé moins cher. Mais en définitive, ça revient un petit peu au même, c'est-à-dire que tu as cet incentive-là. Alors après, moi, je ne suis pas forcément contre, mais en tout cas, il y a un débat de société à avoir aussi sur le fait de... Est-ce que, et puis c'est une décision personnelle, en fait. Oui, à part, juste, tant que c'est une décision personnelle, et qu'on ne l'impose pas. Mais le jour où on te dira, ouais, mais là, monsieur Morel, quand même, ce serait pas mal là que vous mettiez une montre connectée, parce que c'est ça, vous avez mangé 2 beignets ce matin, là, après Good Morning Business. On l'a vu sur la montre. On l'a vu à la télé. Parce que vous dites que vous courez 3 fois par semaine, mais on le voit pas beaucoup sur la montre, ça. Tu vois, non, mais tu as raison. Il y a aussi cet enjeu-là. Tu as tout à fait raison. Voilà pour l'Apple Watch, donc qui était vraiment l'ouverture de cette keynote avec une vidéo notamment de témoignages. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était assez impressionnant, de personnes qui ont été sauvées par la montre parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils ont eu un accident. C'était impressionnant. On ne se rend pas compte, mais ces petites anecdotes montrent comment la tech, au-delà d'Apple, en fait, est en train de bouleverser que j'ai pu vérifier d'ailleurs, parce que il y a 2-3 ans, j'ai eu un témoignage d'une personne qui était à l'île de Ré, qui me dit j'ai été sauvé par mon Apple Watch parce que je faisais une arythmie cardiaque et je risquais d'y passer. Et en fait, du coup, j'ai appelé le cardiologue, parce que c'est pas très compliqué à trouver, le cardiologue de l'île de Ré, il n'y en a pas 50. Et je lui ai demandé, mais c'est vrai, vous avez eu quelqu'un? Il me dit oui. En fait, il y a quelqu'un qui est arrivé avec ses ECG Apple Watch, je ne savais même pas, je connaissais pas très bien. Et en fait, l'ECG était assez précis, et donc j'ai pu le mettre sous traitement. C'est incroyable. Et peut-être que ça a sauvé une vie. Peut-être que ça a sauvé Donc, encore une fois, on parle de l'Apple Watch, mais c'est pas valable que pour l'Apple Watch. Ça marche avec d'autres montres. Encore une fois, ça montre qu'il faut aussi. Il y a un boulot à faire. Il y a une révolution. Du personnel médical et des médecins qui prennent l'habitude, tout simplement. Franchement, aujourd'hui, faire un Apple Watch, envoyer le PDF à son médecin, ça prend 4 secondes et ça peut sauver des vies. Mais après, si tu établis une relation de confiance, tu devrais même pas l'envoyer. Ça devrait partir tout seul dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on est d'accord. Il nous reste 2 minutes, les amis. Les AirPods Pro, un mot là-dessus. C'est important. Bon, alors c'est une nouvelle génération d'AirPods Pro. C'est important parce que c'est l'un des produits qu'Apple vend le plus. En fait, c'est impressionnant. Moi, ce que je trouve incroyable avec ce produit, c'est que c'est devenu une mode, un vrai phénomène de société. C'est devenu un marqueur social. Et donc là, Apple, sort ce nouveau modèle qui était très attendu. Raphaël, qu'est-ce qui change par rapport au précédent ? On parlait d'itération, on va encore parler d'itération, parce que là, ce qui change, c'est des améliorations un peu de tout, en fait. On améliore la qualité audio, on améliore, il y a la puce H2 maintenant, on améliore l'annulation de bruit. Alors Apple dit que ça va être 2 fois meilleur que sur les AirPods Pro, qui sont par contre, pour le coup, déjà excellents dans ce domaine-là, donc ça peut être vraiment très bon. Et sinon, je ne sais pas, Anthony, si j'ai oublié des choses, mais... à peu près ça. Non, moi j'attendais de voir... Alors, 4 embouts aussi. Ouais, 4 embouts aussi, ouais. Non, il y avait beaucoup de rumeurs, mais...
s'attendait à ce que ce soit plutôt sur des modèles qui vont venir dans les années qui viennent, mais sur justement là encore des fonctionnalités liées à la santé qui pourraient être la température. La température, exactement. L'aide pour les personnes qui entendent mal, aide auditive, et aussi des capteurs de posture qui permettraient de savoir si tu tiens bien droit pendant la journée, etc. Donc on n'a pas eu ça, mais je pense qu'on a des choses qui arriveront dans les années qui viennent. Et je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que ce soit devenu quasiment un accessoire de mode. C'est vrai, tu as de plus en plus de gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui les portent toute la journée, c'est-à-dire qu'ils les enlèvent jamais. Genre c'est des boucles d'oreilles en fait. C'est ça, exactement. C'est assez bizarre. Des stabilisants quand on leur parle. Mais oui, tu sais pas en fait. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il y en a qui même n'ont pas les moyens de se faire des AirPods, sauf des faux AirPods pour pouvoir faire croire qu'ils en ont des. C'est un truc de dingue. Des trucs qui fonctionnent pas, non, pas enfin, ou des. Si tu veux, des trucs chinois à 30 euros qui sont des copies conformes. En fait, c'est incroyable. Dit, Apple n'a pas tellement changé le design de ses AirPods Pro. Non, mais qui est peut-être sans doute réussi. Apple, ils aiment bien rajouter un tout petit truc, une couleur, machin, histoire de pouvoir dire j'ai le nouveau, j'ai les nouveaux. Là, j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas trop d'incitation justement à ça. Mais comme quoi, c'est vraiment. Ils sont vraiment, c'est ça le génie d'Apple, quoi. C'est d'arriver à transformer un objet qui est quand même un truc assez moche globalement, les écouteurs, voilà, on a un truc de désir qui donne envie, et on sort vraiment de la rationalité. Il y a une anecdote que je reprends très souvent, vous savez, il y avait des tests qui avaient été réalisés il y a quelques années par des neuroscientifiques sur des fans d'Apple, et où on leur montrait des images d'iPhone, on leur faisait passer un IRM, et quand on leur montrait des images d'iPhone, les zones du cerveau qui étaient stimulées étaient les mêmes que quand tu montres des images de Dieu à un croyant. C'est incroyable. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je pense quand tu parles de cette marque, et c'est un truc qui est unique au monde, ou en tout cas je connais pas d'autres marques qui génèrent ça, tu sors du domaine de la raison. Tu as vraiment ce truc de... Et je parlais tout à l'heure, je disais c'est des agents économiques rationnels qui vont acheter 1000 euros. Peut-être pas en fait, c'est peut-être des agents économiques irrationnels qui vont il y a un peu Tesla, moi je trouve. Il y a que Tesla qui arrive à avoir aussi un peu cette aura. C'est vrai. Eh bien voilà, on voulait peut-être parler d'autre chose, mais le temps file et on avait quand même pas mal de sujets à évoquer concernant cette keynote qui est, quoi qu'on dise, l'événement de cette semaine. Merci beaucoup, Anthony. Merci à tous les deux. Merci Anthony Morel et merci Raphaël Grabni. Et la couverture globale de cet événement à retrouver bien évidemment sur bfmtv.com dans la rubrique Tech qui dorénavant s'appelle Tech & Co. Vous restez avec nous. On va maintenant, dans quelques instants, accueillir Lionel Costa, qui est l'un des responsables du Labo Fnac. On va vous aider à choisir votre PC pour la rentrée. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.